Elon Musk. Ravi de vous voir, comment ça va? Bien, et vous? Je veux dire, nous sommes ici à la Gigafactory du Texas la veille de l'ouverture de cet endroit. Ça, c'était assez fou là-bas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, journée chargée. J'aimerais que vous nous aidiez à projeter nos esprits, je ne sais pas, 10, 20, peut-être 30 ans dans le futur, et nous aider à imaginer ce qu'il faudrait pour construire un avenir qui vaut la peine d'être enthousiasmant. Vous l'avez souvent dit, la dernière fois que vous avez parlé à TED, vous avez dit que c'était vraiment un grand moteur. Vous parlez de nombreuses autres raisons de faire ce que vous faites, mais fondamentalement, vous voulez penser à l'avenir et ne pas penser qu'il est nul. Oui, absolument. Je pense qu'en général, il y a beaucoup de discussions sur tel ou tel problème et beaucoup de gens sont tristes à propos de l'avenir et qu'ils sont pessimistes. Et je pense que ce n'est pas génial. Je veux dire, nous voulons vraiment nous réveiller le matin et attendre l'avenir avec impatience. Nous voulons être enthousiastes à propos de ce qui va se passer. Euh, euh, et la vie ne peut pas simplement consister à résoudre un problème misérable après l'autre. Donc, si vous vous projetez dans 30 ans, l'année 2050 a été qualifiée par les scientifiques comme une sorte de date limite apocalyptique pour le climat. Il y a un consensus parmi les scientifiques, un large consensus de scientifiques qui croient que si nous n'avons pas complètement éliminé les gaz à effet de serre ou ne les avons pas complètement compensés d'ici 2050, nous invitons effectivement à une catastrophe climatique. Croyez-vous qu'il existe un chemin pour éviter cette catastrophe? Et à quoi cela ressemblerait-il? Oui, oui. Donc, je ne fais pas partie des gens qui prédisent l'apocalypse, ce qui peut surprendre. Je pense en fait que nous sommes sur une bonne voie. Mais en même temps, je veux que nous soyons prudents contre la complaisance. Tant que nous ne sommes pas complaisants, tant que nous avons un fort sentiment d'urgence à avancer vers une économie énergétique durable, je pense que tout ira bien. Donc je ne peux pas assez insister là-dessus. Tant que nous poussons fort et ne sommes pas complaisants, l'avenir sera formidable. Ne vous en faites pas. Je veux dire, inquiétez-vous à ce sujet, mais si vous vous en inquiétez, ironiquement, ce sera une prophétie autoréalisatrice. Il y a 3 éléments. Pour un avenir énergétique durable, le premier est évidemment la production d'énergie durable, qui est principalement éolienne et solaire. Il y a aussi l'hydroélectricité, la géothermie. Je suis en fait pro-nucléaire. Je pense que le nucléaire est bien, mais ce sera principalement le solaire et l'éolien qui auront l'avantage en tant que générateurs principaux. La deuxième partie est que vous avez besoin de batteries pour stocker l'énergie solaire et éolienne, parce que le soleil ne brille pas tout le temps, le vent ne souffle pas tout le temps, donc il faut beaucoup de packs de batteries stationnaires. Et puis vous avez besoin de transport électrique, donc des voitures électriques, des avions électriques, des bateaux. Et puis finalement, il n'est pas vraiment possible de faire des fusées électriques, mais vous pouvez fabriquer le propulseur utilisé dans les fusées en utilisant de l'énergie durable. D'accord. Donc finalement, nous pouvons avoir une économie énergétique entièrement durable. Et ces 3 choses, solaire, éolien, pack de batteries stationnaires, véhicules électriques. Alors, quels sont les facteurs limitants du progrès? Le facteur limitant sera vraiment la production de cellules de batterie. Donc, cela va vraiment être le moteur fondamental du rythme. Et puis, quel que soit l'élément le plus lent de l'ensemble, de la chaîne d'approvisionnement des cellules de batterie lithium-ion, de l'extraction minière, et des nombreuses étapes de raffinage jusqu'à la création finale d'une cellule de batterie, et son intégration dans un pack, ce sera le facteur limitant du progrès vers la durabilité. D'accord, donc nous devons parler davantage des batteries, parce que la chose clé que je veux comprendre, c'est qu'il semble y avoir un problème d'échelle ici qui est à la fois incroyable et alarmant. Alors, vous avez dit que vous avez calculé que la quantité de production de batteries dont le monde a besoin pour la durabilité est de 300 TWh de batterie. C'est l'objectif final, des chiffres très approximatifs. Et je n'inviterai certainement pas les autres à vérifier nos calculs, car ils pourraient arriver à des conclusions différentes. Mais pour effectuer la transition, non seulement la production d'électricité actuelle, mais aussi le chauffage, le transport,
ce qui triple à peu près la quantité d'électricité dont vous avez besoin. Cela représente environ 300 TWh de capacité installée. Nous devons donc donner aux gens une idée de l'ampleur de cette tâche. Je veux dire, nous sommes ici à la Gigafactory. C'est l'un des plus grands bâtiments du monde. Quand... Ce que j'ai lu, et dites-moi si c'est toujours correct, c'est que l'objectif ici est de produire éventuellement 100 gigawattheures de batteries par an. Nous faisons probablement plus que cela, mais oui. Espérons que nous y parviendrons dans quelques années. D'accord. Mais je veux dire, donc c'est... 0,1 TWh. Mais c'est encore un centième de ce qui est nécessaire. Quelle part du reste de ces 100 Tesla prévoit-elle de prendre en charge, disons, entre maintenant et 2030, 2040, quand vous savez, nous devons vraiment voir l'augmentation d'échelle se produire? Je veux dire, ce ne sont que des suppositions. Je veux dire... Alors, s'il vous plaît, les gens ne devraient pas me tenir à ces choses. Ce n'est pas comme si c'était comme quelque chose. Ce qui se passe, c'est que je fais une sorte de meilleure estimation et ensuite les gens vont... Dans 5 ans, il y aura un imbécile qui écrira un article. Elon Musk a dit que cela arriverait et ce n'est pas arrivé. C'est un menteur et un imbécile. C'est très agaçant quand cela arrive. Donc, ce ne sont que des suppositions. C'est une conversation. D'accord. Comme je pense que Tesla finit probablement par faire 10% de cela. En gros... Disons qu'en 2050, nous avons ce réseau électrique incroyable, 100% durable, composé d'un mélange des sources d'énergie durable dont vous avez parlé. Ce même réseau offre probablement au monde une énergie à très bas coût, n'est-ce pas, comparé à maintenant? Et je suis curieux de savoir, les gens ont-ils le droit de s'enthousiasmer un peu pour les possibilités de ce monde? Les gens devraient être optimistes quant à l'avenir. L'humanité résoudra l'énergie durable. Cela arrivera. Si nous continuons à pousser fort, l'avenir est lumineux et bon du point de vue énergétique. Et alors il sera possible d'utiliser également cette énergie pour faire de la séquestration du carbone. Il faut beaucoup d'énergie pour extraire le carbone de l'atmosphère, simplement parce qu'en le mettant dans l'atmosphère, cela a libéré de l'énergie. Donc maintenant, évidemment, pour l'en retirer, il faut utiliser beaucoup d'énergie. Mais si vous avez beaucoup d'énergie durable provenant du vent et du solaire, vous pouvez effectivement séquestrer le carbone. Donc vous pouvez inverser le CO2 parti par millions de l'atmosphère et des océans. Et aussi, vous pouvez vraiment avoir autant d'eau douce que vous voulez. La Terre est principalement composée d'eau. Elle a 70% d'eau. Maintenant, la plupart de cette eau est de l'eau de mer. Nous devons nous concentrer sur la Terre. Exactement. Et avec de l'énergie, vous pouvez transformer l'eau de mer en eau d'irrigation ou toute autre eau dont vous avez besoin. Absolument. À très faible coût. Les choses iront bien. Les choses iront bien. Et il y a aussi d'autres avantages, n'est-ce pas, à ce monde sans combustible fossile, où l'air est plus pur et... Oui, exactement. Parce que lorsque vous brûlez des combustibles fossiles, il y a toutes ces réactions secondaires et gaz toxiques de divers types. Et il y a en quelque sorte peu de petites particules qui sont mauvaises pour vos poumons. Il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se produisent et qui disparaîtront. Et le ciel sera plus propre et plus calme. L'avenir sera bon. Je veux que nous passions maintenant à réfléchir un peu à l'intelligence artificielle. Mais la transition ici... Vous avez mentionné à quel point c'est agaçant quand les gens vous rappellent vos mauvaises prédictions passées, Hot. Donc, je vais peut-être être agaçant maintenant, mais je suis curieux de connaître vos délais et comment vous prédisez et pourquoi certaines choses sont incroyablement précises et d'autres non. Donc, quand il s'agit de prédire les ventes de véhicules Tesla, par exemple, je veux dire, vous avez été incroyable. Je pense qu'en 2014, quand Tesla avait vendu cette année-là 60 000 voitures, vous avez dit qu'en 2020, je pense que nous ferons un demi-million par an. Oui, nous avons fait un demi-million. Vous avez fait presque exactement une demi-minute. On s'est moqué de vous en 2014 parce que personne, oui, depuis Henry Ford avec le modèle T, n'avait approché ce genre de taux de croissance. Oui, pour les voitures.
On s'est moqué de vous et vous avez effectivement atteint 500 000 voitures et 510 000 ou peu importe produites. Mais il y a 5 ans, la dernière fois que vous êtes venu à TED, je vous ai posé des questions sur la conduite entièrement autonome. Et vous avez dit, oui, cette année même, je suis confiant que nous aurons une voiture allant de LA à New York sans aucune intervention. Oui, je ne veux pas vous épater, mais je n'ai pas toujours raison. Mais, euh, alors, quelle est la différence entre ces deux-là? Pourquoi la conduite entièrement autonome, en particulier, a-t-elle été si difficile à prédire? Je veux dire, ce qui m'a vraiment frappé, et je pense que cela va frapper beaucoup d'autres personnes, c'est que il y a tellement de fausses tempêtes avec la conduite autonome, où vous pensez avoir résolu le problème, avoir une prise sur le problème, et puis non, il s'avère que vous venez de toucher un plafond, et si vous êtes... Parce que ce qui se passe, si vous tracez le progrès ressemble à une courbe logarithmique. Donc c'est comme une série de courbes logarithmiques, la plupart. Ignorent ce qu'est une courbe logarithmique. Elle montre le navire. Ça va monter de manière assez droite, et puis ça commence à s'atténuer, et vous commencez à obtenir des rendements décroissants. Et vous vous dites, oh, oh, ça montait, et maintenant ça commence à s'incurver, et vous commencez à atteindre ce que j'appelle des maxima locaux, où vous ne réalisez pas à quel point vous étiez bête. Et puis, je veux dire, et puis ça se reproduit. Donc, en fin de compte, ces choses-là, avec le recul, elles semblent évidentes, mais pour résoudre correctement la conduite autonome complète, vous devez en fait résoudre l'IA du monde réel. Parce que vous dites, comme quoi, pourquoi les réseaux routiers sont-ils conçus? Ils sont conçus pour fonctionner avec un réseau neuronal biologique, notre cerveau, et avec la vision, nos yeux, et donc pour que cela fonctionne. Avec les ordinateurs, vous devez essentiellement résoudre l'IA du monde réel et la vision, parce que nous avons besoin de caméras et de réseaux neuronaux en silicium pour que la conduite autonome fonctionne pour un système qui a été conçu pour les yeux. Et les réseaux neuronaux biologiques, vous savez, je suppose que quand vous le dites ainsi, il est assez évident que la seule façon de résoudre la conduite autonome complète est de résoudre l'IA du monde réel. Et la vision sophistiquée... Que pensez-vous de l'architecture actuelle? Pensez-vous que vous avez maintenant une architecture où il y a une chance pour que la courbe logarithmique ne s'atténue pas de sitôt? Eh bien, je veux dire, certes, ce sont peut-être des dernières paroles célèbres, mais je suis en fait confiant que nous allons le résoudre cette année, que nous allons dépasser... Vous savez, elle était comme quoi? La probabilité d'un accident. À quel moment dépassez-vous celle de la personne moyenne? D'accord. Je pense que nous dépasserons cette année. Qu'est-ce que vous voyez en coulisses qui vous donne cette confiance? Nous sommes presque au point où nous avons un espace vectoriel unifié de haute qualité. Au début, nous essayons de faire cela avec la reconnaissance d'images, sur des images individuelles, mais si vous regardez une image d'une vidéo, c'est en fait assez difficile de voir ce qui se passe sans ambiguïté. Mais si vous regardez un segment vidéo de quelques secondes, cette ambiguïté se résout. Donc la première chose que nous devions faire était en quelque sorte de relier les 8 caméras ensemble pour qu'elles soient synchronisées, afin que toutes les images soient examinées simultanément et étiquetées simultanément par une seule personne, car nous avons encore besoin de l'étiquetage humain. Donc, ainsi au moins, elles ne sont pas étiquetées à des moments différents par des personnes différentes, de différentes manières. C'est donc, en quelque sorte, une image panoramique. Ensuite, une partie très importante est d'ajouter la dimension temporelle, de sorte que vous regardez une vidéo panoramique et que vous étiquetez une vidéo panoramique. Et c'est en fait assez difficile à faire d'un point de vue logiciel. Nous avons dû écrire nos propres outils d'étiquetage et ensuite créer un étiquetage de commande. Créer un logiciel d'étiquetage ordonné pour amplifier l'efficacité des étiqueteurs humains parce qu'il est assez difficile d'étiqueter. Au début, cela prenait plusieurs heures pour étiqueter un clip vidéo de 10 secondes. Ce n'est pas évolutif,
Donc, fondamentalement, ce que vous devez avoir, c'est que vous devez avoir une vidéo panoramique et cette vidéo panoramique doit être principalement étiquetée automatiquement avec les humains qui ne sont que des éditeurs et qui apportent de légères corrections à l'étiquetage de la vidéo. Et ensuite, réinjecter ces corrections dans le futur, étiqueteur ordonné. Ainsi, vous obtenez finalement cet effet de volant d'inertie, où l'étiqueteur ordonné est capable d'absorber de grandes quantités de vidéos. Haute précision, étiqueter automatiquement la vidéo pour les voitures, les lignes de voie, l'espace de conduite. Ce que vous dites, c'est que vous pensez que, je veux dire, le résultat de cela est que vous donnez effectivement à la voiture un modèle 3D des objets réels qui l'entourent. Elle sait ce qu'ils sont et elle sait à quelle vitesse ils se déplacent. Et la tâche restante est de prédire. Quels sont les comportements excentriques que vous savez que lorsqu'un piéton marche sur la route avec un plus petit piéton, ce plus petit piéton pourrait faire quelque chose d'imprévisible ou des choses comme ça que vous devez intégrer avant de pouvoir vraiment le qualifier de sûr. Vous devez essentiellement avoir une mémoire à travers le temps et l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est si vous... Parce que la mémoire ne peut pas être infinie car elle utilise beaucoup de la RAM de l'ordinateur. En gros, donc vous devez vous demander combien allez-vous essayer de vous souvenir. Mais il est très courant que des choses soient occultées. Donc, par exemple, si vous parlez, disons, d'un piéton qui passe devant un camion où vous avez vu le piéton, commencez d'un côté du camion, puis il est occulté par le camion. Mais vous sauriez intuitivement, d'accord, ce piéton va ressortir de l'autre côté, très probablement. L'ordinateur ne sait pas. Donc, vous devez ralentir. Je veux dire, un sceptique va dire que chaque année, depuis les 5 dernières années, vous avez un peu dit, eh bien non, c'est l'année. Nous sommes confiants que nous y serons dans 1 an ou 2. Ou, vous savez, ça a toujours été à peu près à cette distance. Mais nous avons maintenant une nouvelle architecture. Vous voyez suffisamment d'améliorations en coulisses pour vous rendre non pas certain, mais assez confiant qu'à la fin de cette année, pas dans toutes les villes, dans toutes les circonstances, mais dans de nombreuses villes et circonstances, essentiellement, la voiture pourra conduire sans intervention, plus sûr qu'un humain. Oui, je veux dire, la voiture me conduit actuellement autour d'Austin la plupart du temps, sans intervention. Donc ce n'est pas comme... Et nous avons, plus de 100 000 personnes dans notre programme de conduite Full Stop Driving Beer. Donc vous pouvez regarder les vidéos qu'ils publient en ligne. Je le fais. OK, super. Certaines d'entre elles sont excellentes et certaines sont un peu terrifiantes. Je veux dire, parfois, la voiture semble un peu dévier et effrayer les gens. C'est beaucoup mieux. C'est encore mieux. Mais vous êtes en coulisses à regarder les données. Vous voyez suffisamment d'améliorations pour croire que ce calendrier d'1 an est réaliste. Oui, c'est ce qu'il semble. Nous pourrions être ici à discuter à nouveau dans 1 an. C'est comme, encore une autre année est passée et cela ne s'est pas produit. Mais je pense que c'est l'année... Et donc, en général, quand les gens parlent du temps d'Elon, je veux dire, on dirait que vous ne pouvez pas simplement avoir une règle générale selon laquelle, si vous prédisez que quelque chose sera fait en 6 mois, en fait, ce que nous devrions imaginer, c'est que cela prendra 1 an ou c'est comme 2 ou 3. Cela dépend du type de prédiction. Certaines choses, je suppose que les choses impliquant le logiciel, l'IA, peu importe, sont fondamentalement plus difficiles à prédire que d'autres. Y a-t-il un élément où vous faites délibérément des prévisions de délais agressifs pour inciter les gens à être ambitieux? Sans cela, rien ne se fait. Eh bien, je crois généralement, en termes de délai interne, que nous voulons fixer le délai le plus agressif possible, parce que c'est un peu comme une loi d'expansion des gaz pour les plannings, où quel que soit le temps que vous fixez, ce ne sera pas moins que cela. Il est très rare que ce soit moins que cela. En ce qui concerne mes prédictions, ce qui a tendance à se passer dans les médias, c'est qu'ils rapportent toutes les mauvaises et ignorent toutes les bonnes. Exactement. Ou, vous savez, en écrivant un article sur moi, j'ai eu une longue carrière dans plusieurs industries. Si vous énumérez mes péchés, je ressemble à la pire personne sur Terre. Mais si vous les comparez aux choses que j'ai bien faites, cela a beaucoup plus de sens, vous savez. Donc essentiellement, plus vous faites quelque chose longtemps, plus vous ferez d'erreurs cumulativement, ce qui, si vous additionnez ces erreurs, donnera l'impression que je suis le pire prévisionniste de tous les temps.
Mais par exemple, pour la croissance des véhicules Tesla, j'ai dit que je pense que nous sommes à 50% et nous avons fait 80%. Oui. Donc, mais il ne mentionne pas Alan. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûr de mon bilan exact en matière de prédiction. Elles sont plus optimistes que pessimistes, mais elles ne sont pas toutes optimistes. Certaines, sont dépassées. Probablement plus sont en retard. Mais elles, s'ils se réalisent, il est très rare qu'ils ne se réalisent pas. C'est un peu comme, vous savez, s'il y a une prédiction technologique radicale, le point n'est pas qu'elle ait été réalisée avec quelques années de retard, mais qu'elle se soit réalisée tout court. C'est la partie la plus importante. Donc, on a l'impression qu'à un moment donné, au cours de l'année dernière, en voyant les progrès dans la compréhension, que l'intelligence artificielle de Tesla comprenant le monde qui l'entoure, a conduit à une sorte de moment eureka. Parce que vous avez vraiment surpris les gens récemment quand vous avez dit probablement le développement de produits le plus important en cours chez Tesla cette année est ce robot Optimus. Oui, de nombreuses entreprises ont essayé de lancer ces robots. Elles y travaillent depuis des années et jusqu'à présent, personne n'a vraiment réussi. Il n'y a pas d'adoption massive. Des robots, dans les maisons des gens, il y en a quelques-uns dans la fabrication, mais je dirais que personne n'a vraiment réussi. Est-ce quelque chose qui s'est passé dans le développement de la conduite autonome complète qui vous a donné la confiance de dire, vous savez quoi, nous pourrions faire quelque chose de spécial ici? Oui, exactement. Donc, vous savez, il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'en fait, pour résoudre la conduite autonome, il fallait vraiment résoudre l'IA du monde réel. Et au moment où vous résolvez l'IA du monde réel pour une voiture, qui est vraiment un robot sur 4 roues, vous pouvez ensuite généraliser cela à un robot sur des jambes également. Les deux parties difficiles, je pense. Évidemment, des entreprises comme Boston Dynamics ont montré qu'il est possible de fabriquer des robots assez convaincants, parfois alarmants. Donc, du point de vue des capteurs et des actionneurs, c'est certainement démontré par beaucoup qu'il est possible de fabriquer un robot humanoïde. Les choses qui manquent actuellement sont assez d'intelligence pour que le robot puisse naviguer dans le monde réel et faire des choses utiles, sans être explicitement instruit. Donc les choses manquantes sont essentiellement l'intelligence du monde réel et l'augmentation de la production. Ce sont deux domaines dans lesquels Tesla excelle. Nous devons donc essentiellement concevoir les actionneurs et capteurs spécialisés nécessaires pour un robot humanoïde. Les gens n'ont aucune idée. Cela va être plus grand que la voiture. Alors, explorons exactement cela. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est en fait un problème plus facile que la conduite autonome complète, parce qu'au lieu d'un objet se déplaçant à, disons, 60 miles à l'heure, ce qui, s'il se trompe, pourrait causer la mort de quelqu'un, c'est un objet conçu pour ne se déplacer qu'à, 3 ou 4 ou 5 miles à l'heure. Oui, la vitesse de marche, en gros. Et donc une erreur n'implique pas de vie en jeu. Il pourrait y avoir de l'embarras en jeu. Tant que l'IA ne prend pas le contrôle Exactement. et ne va pas se reposer en dormant. Exactement. Mais parlons-en. Je veux dire, je pense que les premières applications que vous avez mentionnées seront probablement dans la fabrication, mais finalement, la vision est de les rendre disponibles pour les gens à la maison. Génial. Si vous aviez un robot qui comprenait vraiment l'architecture 3D de votre maison et savait où se trouvait chaque objet dans cette maison où il était censé être et pouvait reconnaître tous ces objets, je veux dire, c'est assez incroyable, n'est-ce pas? Le genre de choses que vous pourriez demander à un robot de faire, ce serait quoi? Comme ranger? Oui, absolument. Elon ou préparer. Préparer le dîner, je suppose, tondre la pelouse. Apporter une tasse de thé à grand-mère et lui montrer des photos de famille? Exactement, s'occuper de ma grand-mère et s'assurer, oui, exactement. Et il pourrait reconnaître tout le monde. Oui. Pourrait jouer à la balle avec vos enfants? Oui, nous devons faire attention à ce que cela ne devienne pas une situation dystopique. Je pense qu'une des choses qui va être importante est d'avoir une puce ROM localisée sur le robot qui ne peut pas être mise à jour à distance. Ou si vous, par exemple, disiez stop, 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 si quelqu'un disait cela, alors le robot s'arrêterait. Vous voyez, ce genre de choses. Et cela ne peut pas être mis à jour à distance. Je pense qu'il va être important d'avoir des dispositifs de sécurité. Comme ça,
Oui, cela semble sage. Et je pense qu'une agence de régulation IA est nécessaire. Je n'aime pas être réglementé, mais je pense que c'est une chose importante pour la sécurité publique. Revenons à cela, mais je suis juste, je ne pense pas que beaucoup de gens ont vraiment pris au sérieux la notion, vous savez, d'un robot à la maison. Je veux dire, au début de la révolution informatique, vous savez, Bill Gates a dit qu'il y aurait un ordinateur dans chaque maison. Et les gens à l'époque disaient, oui, peu importe, qui voudrait même de ça? Ils n'ont pas d'ordinateur dans leur poche. Pensez-vous qu'il y aura essentiellement, disons, en 2050 ou peu importe, que comme un robot dans la plupart des foyers, c'est ce qu'il y aura et les gens les aimeront et compteront sur eux. Vous aurez votre propre majordome, en gros. Oui, vous aurez probablement votre sorte de robot compagnon. Oui, Prix compagnon, aimez-vous, faites-vous. Combien d'applications pensez-vous qu'il y a? Vous savez, pouvez-vous avoir un partenaire romantique, un partenaire sexuel? je veux dire probablement inévitable. J'ai promis à Internet que je ferais des objectifs pour chat, donc nous pourrions faire un robot objectif pour chat. Faites attention quand vous entrez là-dedans. Vous savez, Donc, oui, je suppose que ce sera tout ce que les gens veulent, vraiment. quel genre de calendrier devrions-nous envisager pour les premiers modèles qui seront réellement fabriqués? Eh bien, vous savez, les premières unités que nous avons l'intention de fabriquer sont pour des emplois qui sont dangereux, ennuyeux, répétitifs, et des choses que les gens ne veulent pas faire. Et vous savez, je pense que nous aurons un prototype intéressant à un moment donné cette année. Nous pourrions avoir quelque chose d'utile l'année prochaine, mais je pense que ce sera très probablement dans au moins 2 ans. Et ensuite, nous verrons une croissance rapide d'année en année de l'utilité des robots humanoïdes, une diminution des coûts et une augmentation de la production. Au début, donc, vous vendez en fait uniquement aux entreprises. Ou quand pensez-vous commencer à les vendre? Ou vous pourriez en acheter un pour vos parents pour Noël ou quelque chose comme ça? Je dirais moins de 10 ans. Oui? Comment aidez-moi sur l'économie de cela. Quel coût imaginez-vous pour l'un de ces robots? Eh bien, je pense que le coût ne sera pas vraiment très élevé. Moins cher qu'une voiture, par exemple. Au début, les choses seront chères parce que ce sera une nouvelle technologie avec un faible volume de production. La complexité et le coût d'une voiture sont supérieurs à ceux d'un robot humanoïde, donc je m'attendrai à ce que ce soit moins cher qu'une voiture, ou au moins équivalent à une voiture bon marché. Donc, même s'il commence à 50 000, en quelques années, il descend à 20 000 ou moins, ou peu importe. Et peut-être que pour la maison, ils deviendront encore beaucoup moins chers, mais en réfléchissant à l'économie de cela, si vous pouvez remplacer un travailleur à 30 000, 40 000 dollars par an, que vous devez payer chaque année par un paiement unique de 25 000 dollars, pour un robot qui peut travailler plus d'heures, un remplacement assez rapide de certains types d'emplois, à quel point le monde devrait-il s'inquiéter de cela? Je ne m'inquiéterai pas du fait de mettre les gens au chômage. Je pense qu'en réalité, nous allons avoir et avons déjà une énorme pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que nous aurons non pas des gens sans emploi, mais en fait encore une pénurie de main-d'œuvre, même à l'avenir. Mais ce sera vraiment un monde d'abondance. Tous les biens et services seront disponibles pour quiconque les désire. Ce sera tellement bon marché d'avoir des biens et des services. Ce sera ridicule. Et vraisemblablement, il devrait être possible d'imaginer un tas de biens et de services qui ne peuvent pas être fabriqués de manière rentable maintenant, mais qui pourraient l'être dans ce monde, grâce à des légions de robots. Ce sera un monde d'abondance. La seule rareté qui existera à l'avenir est celle que nous déciderons de créer nous-mêmes en tant qu'humains. D'accord. Donc l'IA nous permet d'imaginer une économie alimentée différemment qui créera cette abondance. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus de ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, comme je l'ai dit, l'IA et la robotique vont faire émerger ce qu'on pourrait appeler l'ère de l'abondance. D'autres personnes ont utilisé ce mot. Et c'est ma prédiction, ce sera une ère d'abondance pour tout le monde. Je suppose que les dangers seraient que l'intelligence générale artificielle, ou la superintelligence numérique, se détachent de la volonté humaine collective et, prennent une direction que, pour une raison quelconque, nous n'aimons pas, quelle que soit la direction qu'elle pourrait prendre,
Vous savez, c'est ce qui est en quelque sorte... L'idée derrière Neuralink est d'essayer de coupler plus étroitement la volonté humaine collective à la super-intelligence numérique. Oui, et aussi en cours de route, résoudre beaucoup de blessures cérébrales et de blessures à la moelle épinière et ce genre de choses. Donc, même si cela ne réussit pas dans le but plus grand, je pense que cela réussira dans le but d'atténuer les dommages au cerveau et à la moelle épinière. Donc l'esprit là est que si nous allons créer ces IA qui sont si immensément intelligentes, nous devrions être connectés directement à elles afin que nous puissions nous-mêmes avoir ces super-pouvoirs plus directement. Cela ne semble pas correct. Semble éviter le risque que ces superpuissances puissent devenir laides de manière involontaire. Non, c'est un risque, je suis d'accord. Je ne dis pas que j'ai une certaine réponse à ce risque. Je dis juste que peut-être que l'une des choses qui serait bonne pour s'assurer que l'avenir est celui que nous voulons est de coupler plus étroitement la volonté humaine collective à l'intelligence numérique. Mais le problème auquel nous faisons face ici est que nous sommes déjà un cyborg. Si vous y réfléchissez, les ordinateurs sont une extension de nous-mêmes. Et quand nous mourrons, nous avons en quelque sorte un fantôme numérique. Vous savez, tous nos messages textes, nos réseaux sociaux et nos emails. C'est assez étrange en fait quand quelqu'un meurt et que tout en ligne est toujours là. Mais vous dites, par exemple, quelle est la limitation? Qu'est-ce que c'est qui inhibe la symbiose homme-machine? C'est le débit de données. Quand vous communiquez, surtout avec un téléphone, vous bougez vos pouces très lentement. Donc, vous déplacez vos 2 petits bâtons de viande. Qui est peut-être 10 bits par seconde, de manière optimiste, 100 bits par seconde. Et les ordinateurs communiquent au niveau du gigabit. Au-delà... Avez-vous vu des preuves que la technologie fonctionne réellement, que vous avez une connexion plus riche, en quelque sorte à plus large bande, si vous voulez, entre l'électronique externe et un cerveau, que ce qui était possible auparavant? Oui. Donc, je veux dire, les principes fondamentaux de la lecture des neurones, en quelque sorte faire de la lecture-écriture sur les neurones avec de minuscules électrodes, ont été démontrés depuis des décennies. Donc ce n'est pas comme si c'était. Le concept est nouveau. Le problème est qu'il n'y a pas de produit qui fonctionne bien, que vous pouvez aller et acheter. Donc tout cela est en quelque sorte dans les laboratoires de recherche. Et ce n'est pas. Il y a toujours comme un câble qui sort de votre tête et c'est assez horrible. Et c'est vraiment... il n'y a pas de bon produit qui fait vraiment du bon travail et qui est à large bande et sûr, et quelque chose que vous pourriez acheter et voudriez acheter. Donc vous savez, mais en cela, la façon de penser au dispositif neural est un peu comme un Fitbit ou une Apple Watch. Et là où nous retirons une sorte de petite section du crâne de la taille d'une pièce de 25 cents et la remplaçons par ce qui, à bien des égards, ressemble vraiment beaucoup à si c'était une Apple Watch ou une sorte de montre intelligente. Mais avec de minuscules fils, des fils très très fins, des fils si fins qu'il est difficile de les voir. Et il est très important d'avoir des fils très fins pour qu'une fois implantés, ils ne causent pas de dommages au cerveau. À quelle distance êtes-vous de les implanter chez l'homme? Eh bien, nous avons mis notre FDA application de réaliser idéalement effectuer le premier implant humain cette année. Ces premières utilisations seront pour les blessures neurologiques. De différents types. Oui. Mais en avançant, dans le temps et en imaginant quand les gens utiliseront réellement ces dispositifs pour leur propre amélioration, disons, et pour l'amélioration du monde. À quel point êtes-vous clair dans votre esprit sur ce que cela fera d'avoir l'un de ces dispositifs dans votre tête? Eh bien, je tiens à souligner que nous en sommes à un stade précoce. Et donc, il faudra vraiment de nombreuses années avant que nous ayons quelque chose approché. Une interface neuronale à large bande passante.
qui permet une symbiose entre l'IA et l'humain. Pendant de nombreuses années, nous nous contenterons de résoudre les blessures cérébrales et les blessures de la moelle épinière, probablement pendant une décennie. Ce n'est pas quelque chose qui, soudainement, un jour, aura ce genre incroyable de interface cérébrale complète. Ça va être, comme je l'ai dit, au moins une décennie à vraiment juste résoudre les blessures cérébrales et les blessures de la moelle épinière. Et vraiment, je pense que vous pouvez résoudre une très large gamme de problèmes. Les blessures cérébrales, y compris la dépression sévère, l'obésité morbide, le sommeil, potentiellement la schizophrénie, comme beaucoup de choses qui causent un grand stress aux gens, restaurer la mémoire. Dans tous. Si vous pouvez réussir cela, c'est l'application pour laquelle je m'inscrirai. Absolument. Veuillez vous dépêcher. Je veux dire, les emails que nous recevons chez Neuralink sont déchirants. Je veux dire, ils nous envoient juste des histoires tragiques. Vous savez, où quelqu'un était en quelque sorte dans la fleur de l'âge et a eu un accident de moto. Et quelqu'un qui a 25 ans et, vous savez, ne veut même pas se nourrir. Et c'est quelque chose que nous pourrions réparer. Mais vous avez dit que l'IA est l'une des choses qui vous inquiète le plus et que Neuralink pourrait être l'un des moyens par lesquels nous pouvons rester à jour. Oui, c'est ça, la chose à court terme qui, je pense, est utile à un niveau humain individuel avec les blessures, et la chose à long terme est une tentative de répondre aux risques civilisationnels de l'IA en rapprochant à l'intelligence numérique et l'intelligence biologique plus proches l'une de l'autre. Je veux dire, si vous pensez à la façon dont le cerveau fonctionne aujourd'hui, il y a vraiment deux couches dans le cerveau. Il y a le système limbique et le cortex. Vous avez le genre de cerveau animal où c'est un peu la partie amusante, vraiment. C'est là que la plupart de Twitter fonctionne, d'ailleurs. Oui, je veux dire, nous sommes, je pense comme Tim Irwin l'a dit, nous sommes comme quelqu'un a, vous savez, collé un ordinateur sur un singe. Vous savez, donc nous sommes comme si vous donniez un ordinateur à un singe, c'est notre cortex. Mais nous avons encore beaucoup d'instincts de singe, exactement. Donc, que nous essayons ensuite de rationaliser en disant non, ce n'est pas un instinct de singe, c'est quelque chose d'important. C'est souvent un instinct de singe. Nous sommes dans cela. Nous sommes juste des singes avec un ordinateur collé dans notre cerveau. Donc, même si le cortex est en quelque sorte la partie intelligente ou la partie pensante du cerveau, les gens sont assez, je n'ai encore rencontré personne qui veuille supprimer leur système limbique ou leur cortex. Ils sont assez contents d'avoir les deux. Tout le monde veut les deux parties de leur cerveau. Et les gens veulent vraiment leur téléphone et leurs ordinateurs, qui sont en réalité la partie tertiaire, la troisième partie de votre intelligence. C'est juste que, comme je l'ai dit, la bande passante. Le taux de communication avec cette couche tertiaire est lent. Et c'est juste une toute petite promenade vers cette couche tertiaire. Et nous voulons transformer cette petite promenade en une grande autoroute. Et je ne dis certainement pas que cela va tout résoudre ou que c'est, vous savez, la seule chose. C'est quelque chose qui pourrait être utile. Et dans le pire des cas, je pense que nous résolvons certains problèmes importants de lésions cérébrales, de lésions de la moelle épinière, et c'est toujours un excellent résultat. Exactement. Dans le meilleur des cas, nous pourrions découvrir une nouvelle possibilité humaine, la télépathie dont vous avez parlé, d'une certaine manière, une connexion avec un être cher, vous savez, une mémoire complète. Et beaucoup plus rapide. Peut-être le traitement de la pensée. C'est très cool. Si l'IA devait détruire la Terre, nous avons besoin d'un plan B. Déplaçons cela dans l'espace. Nous avons parlé la dernière fois de la réutilisabilité, et vous veniez de le démontrer de manière spectaculaire pour la première fois. Depuis lors, vous avez construit cette fusée monstrueuse, Starship, lequel change un peu les règles du jeu de manière spectaculaire. Parlez-nous de Starship. Oui, Starship est extrêmement fondamental. Donc le Saint Graal de la physiologie ou du transport spatial est la réutilisabilité complète et rapide. Cela n'a jamais été réalisé. Le plus proche que quelque chose ait été est notre fusée Falcon 9, où nous sommes capables de récupérer
le premier étage, l'étage de propulsion, qui est probablement environ 60% du coût du véhicule. De tout le lancement, peut-être 70%. Et nous l'avons maintenant fait plus de 100 fois. Donc, avec Starship, nous allons récupérer l'ensemble du véhicule. Du moins, c'est l'objectif. Exactement. Et de plus, le récupérer de manière à pouvoir le relancer immédiatement. Alors qu'avec le Falcon 9, nous devons encore effectuer une certaine quantité de remise en état du propulseur et du carénage ou cône de nez. Vous savez, donc... Mais avec Starship, l'objectif de conception est un redécollage immédiat. Donc, vous remplissez simplement les propulseurs et vous repartez. Et c'est gigantesque, tout comme ce serait le cas dans n'importe quel autre mode de transport. Et principal objectif conception est essentiellement de transporter, quoi? Plus de 100 personnes à la fois, plus un tas de choses dont ils ont besoin pour aller sur Mars. Alors, tout d'abord, parlons de cette pièce. Quel est votre dernier calendrier? Premièrement, pour la première fois, un vaisseau spatial va sur Mars, probablement 100 personnes, mais juste avec de l'équipement. Deuxièmement, avec des personnes. Troisièmement, du genre, d'accord, 100 personnes à la fois, allons-y. Bien sûr. Et juste pour mettre le coût en perspective, le coût prévu du vaisseau spatial, mettre 100 tonnes en orbite est significativement moins cher que ce que cela aurait coûté, ou ce que cela a coûté pour mettre notre petite fusée Falcon 1 en orbite. C'est tout comme le coût de faire voler un 747 autour du monde est inférieur au coût d'un petit avion. Vous savez, un petit avion qui a été jeté. Donc, c'est vraiment assez époustouflant que la chose géante coûte bien moins cher que la petite chose. Donc, ils n'utilisent pas de propulseurs exotiques ou de choses difficiles à obtenir sur Mars et utilisent le méthane et le carburant, et c'est principalement de l'oxygène. Donc, c'est en gros environ 67-78% d'oxygène en poids. Et Mars a une atmosphère de CO2 et a de la glace d'eau qui est du CO2 plus H2O. Donc, vous pouvez fabriquer du CH4, du méthane et du O2, de l'oxygène, sur Mars. L'une des premières tâches sur Mars sera de créer une usine de carburant qui pourra produire le carburant pour les voyages de retour de nombreux vaisseaux spatiaux. Oui. Et en fait, ce sera principalement une usine d'oxygène, mais c'est parce que c'est 68% d'oxygène, 22% de carburant. Mais le carburant est un carburant simple qui est facile à créer sur Mars et dans de nombreuses autres parties du système solaire. Donc en gros, et c'est tout un atterrissage propulsif, pas de parachute, rien n'est jeté. Il a un bouclier thermique capable d'entrer sur Terre ou sur Mars. Nous pourrions même potentiellement aller sur Vénus, mais vous ne voulez pas y aller? C'est ça? Vénus est un enfer, presque littéralement. Mais c'est une méthode de transport généralisée vers n'importe où dans le système solaire, car au point où vous avez un dépôt de propulseurs sur Mars, vous pouvez ensuite voyager vers la ceinture d'astéroïdes et vers les lunes de Jupiter, puis vers Saturne. Et finalement, n'importe où dans le système solaire. Votre Objectif principal et l'objectif principal de SpaceX reste Mars. C'est la mission, c'est là que la plupart des efforts seront concentrés. Ou imaginez-vous réellement un éventail d'utilisation beaucoup plus large, même dans la prochaine décennie, ou à peu près pour l'utilisation de cela? Où nous pourrions aller, par exemple, dans d'autres endroits du système solaire pour explorer, peut-être, que la NASA veut utiliser la fusée pour cette raison? Oui, la NASA prévoit d'utiliser un vaisseau pour retourner sur la Lune, pour ramener des gens sur la Lune. Et donc, nous sommes très honorés que la NASA nous ait choisis pour faire cela. Mais je dis que c'est une solution généralisée. C'est une solution générale pour aller n'importe où dans le grand système solaire. Ce n'est pas adapté pour aller dans un autre système stellaire.
mais c'est une solution générale pour le transport n'importe où dans le système solaire. Avant de pouvoir faire tout cela, il doit démontrer qu'il peut entrer en orbite autour de la Terre. Quel est votre dernier conseil sur le calendrier pour cela? Cela semble prometteur pour nous d'avoir une tentative de lancement orbital dans quelques mois. Donc, nous intégrons en fait les moteurs dans le propulseur pour le premier vol orbital à partir d'environ une semaine ou deux. Et le complexe de lancement lui-même est prêt à partir. Donc, en supposant que nous obtenions l'approbation réglementaire, je pense que nous pourrions avoir une tentative de lancement orbital dans quelques mois. Et une nouvelle technologie radicale, un vrai risque existe lors des premières tentatives. 100%. Oui, je veux dire, la blague que je fais tout le temps est que l'excitation est garantie. Le succès n'est pas garanti, mais l'excitation l'est certainement. Mais la dernière fois que j'ai vu votre calendrier, vous avez légèrement repoussé la date prévue pour mettre le premier humain sur Mars jusqu'en 2029, je veux dire. Oui, je veux dire, alors, voyons voir. Je veux dire, nous avons construit un système de production pour le Starship, donc nous allons fabriquer beaucoup de vaisseaux et de propulseurs. Combien prévoyez-vous d'en fabriquer en fait? Eh bien, nous prévoyons actuellement de fabriquer un propulseur et un vaisseau environ initialement environ tous les 2 mois, et espérons d'ici la fin de cette année, un par mois. Donc ce sont des fusées géantes et beaucoup d'entre elles, juste en parlant en termes d'ordre de grandeur approximatif, pour créer une ville autosuffisante sur Mars, je pense qu'il nous faudra quelque chose comme 1 millier de vaisseaux. Ensuite, nous avons juste besoin d'une Hélène de Sparte. Je suppose que sur Mars, ce n'est pas dans la tête de la plupart des gens. Elon, la planète qui a lancé 1 millier de vaisseaux. C'est bien, mais ce n'est pas dans la tête de la plupart des gens. Cette image que vous avez en tête, donc il y a essentiellement une fenêtre de 2 ans, vous ne pouvez vraiment voler vers Mars de manière pratique que tous les 2 ans. Oui, vous imaginez toujours que pendant les années 2030, tous les 2 ans, quelque chose comme 1 millier de vaisseaux spatiaux décollent, chacun contenant 100 personnes ou plus. Je veux dire, cette image est tout simplement encore plus époustouflante pour moi. Ce sentiment de cette armada d'humains partant, oui, Battlestar Galactica, la flotte s'en va, et vous pensez que cela peut essentiellement être financé par des personnes, dépensant peut-être quelques centaines de milliers de dollars pour un billet pour déménager sur Mars. Est-ce que ce prix est à peu près là où il a été? Eh bien, je pense que si vous dites ce qui est nécessaire pour amener suffisamment de personnes et de cargaisons sur Mars pour construire une ville autosuffisante, et c'est là où vous avez une intersection de groupes de personnes qui veulent y aller, parce que je pense qu'un petit pourcentage de l'humanité voudra y aller et peut se permettre d'y aller ou obtenir un parrainage d'une manière ou d'une autre. Cette intersection de groupes, je pense que doit être d'1 million de personnes ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce qu'1 million de personnes peuvent se permettre ou obtenir un parrainage pour... parce que je pense que les gouvernements paieront aussi pour cela et les gens pourraient contracter des prêts. Mais je pense qu'au moment où vous dites, d'accord, si déménager sur Mars coûte, pour l'argument, 100 000 $, alors je pense que presque tout le monde peut travailler, économiser et finalement avoir 100 000 $ et être capable d'aller sur Mars s'il le souhaite. Nous voulons le rendre accessible à quiconque souhaite y aller. Oui, donc c'est... Oh, et il est très important de souligner que Mars, surtout au début, ne sera pas luxueux. Ce sera dangereux, exigu, difficile, un travail ardu. C'est un peu comme cette annonce de Shackleton pour aller en Antarctique, que je pense en fait n'est pas réelle, mais elle semble réelle et c'est cool. C'est un peu comme le discours de vente pour aller sur Mars, c'est dangereux, c'est exigu. Vous pourriez ne pas revenir. C'est difficile, c'est un travail ardu. C'est le discours de vente, n'est-ce pas? Mais vous ferez l'histoire, Mais ce sera glorieux. n'est-ce pas? Donc, avec ce type de taux de lancement dont vous parlez, sur 2 décennies, vous pourriez amener votre million de personnes sur Mars essentiellement. À qui appartient la ville? Est-ce la ville de la NASA? Est-ce la ville de SpaceX? C'est la ville du peuple de Mars. La raison pour cela, je dois dire que nous nous sentons comme, eh bien,
Pourquoi faire cela? Je pense que c'est important, pour maximiser la durée de vie probable de l'humanité ou de la conscience. La civilisation humaine pourrait prendre fin pour des raisons externes, comme un énorme météore ou des supervolcans, ou, un changement climatique extrême, ou la Troisième Guerre mondiale. Ou pour toute une série de raisons. Mais la durée de vie probable de la conscience civilisationnelle telle que nous la connaissons, que nous devrions vraiment considérer comme une chose très délicate, comme une petite bougie dans une vaste obscurité, c'est ce qui semble être le cas. Euh, nous sommes dans cette vaste obscurité de l'espace, et il y a cette petite bougie de conscience qui n'est vraiment apparue qu'après 4 milliards et demi d'années, et elle pourrait simplement s'éteindre. Je pense que c'est puissant et je pense que beaucoup de gens seront inspirés par cette vision. Et donc la raison pour laquelle vous avez besoin d'1 million de personnes, c'est parce qu'il doit y avoir suffisamment de gens là-bas pour faire tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Vraiment, comme le seuil critique est si les vaisseaux de la Terre cessent de venir pour une raison quelconque. Être ce que c'est un tel ou non. Et donc nous devons surmonter cela. Vous savez, les gens parlent de ces sortes de grands filtres, les choses qui peut-être... Vous savez, nous parlons du paradoxe de Fermi. Et où sont les extraterrestres? Et peut-être que les extraterrestres n'ont pas... Il y a divers grands filtres que les extraterrestres n'ont pas franchis. Et donc, ils ont fini par cesser d'exister. Et l'une des grandes cultures est de devenir une espèce multiplanétaire. Donc, nous voulons franchir ce filtre. Et je serais mort depuis longtemps avant que cela ne devienne une réalité, avant que cela n'arrive. Mais j'aimerais au moins nous voir faire de grands progrès dans cette direction. Étant donné à quel point la Terre est tourmentée en ce moment, à quel point nous nous malmenons les uns les autres, ne devrait-il pas y avoir des discussions avec tous ceux qui rêvent de Mars pour essayer de dire, je veux dire, nous avons une fois une chance unique dans une civilisation de créer de nouvelles règles ici. Quelqu'un devrait-il essayer de mener ces discussions pour comprendre ce que cela signifie d'être la ville des gens de Mars? Eh bien, je pense qu'en fin de compte, ce sera aux habitants de Mars de décider comment ils veulent repenser la société. Cependant, il y a certainement un risque là-bas, et espérons que les habitants de Mars seront plus éclairés et ne se battront pas trop entre eux. Je veux dire, j'ai quelques recommandations, mais que les gens de chez nous peuvent choisir de suivre ou non, et je plaiderai pour une démocratie plus directe, pas une démocratie représentative, et des lois suffisamment courtes pour que les gens puissent les comprendre. Et où il est plus difficile de créer des lois que de les supprimer. Revenons un peu à un terme plus proche. J'aimerais que vous parliez un peu de l'autre espace de possibilités que Starship semble avoir créé. Donc, étant donné que soudainement, nous avons cette capacité de déplacer plus de 100 tonnes en orbite. Oui. Donc, nous venons de lancer le télescope James Webb, qui est une chose incroyable. C'est une application incroyable. C'est une pièce de technologie exquise. Une pièce unique. Mais passer 2 ans à essayer de comprendre comment plier cette chose, c'est un 3 tonnes. C'est un télescope de 3 tonnes. Nous pouvons rendre plus simple si vous avez plus de volume. Eh bien, mais posons une question différente, qui est combien plus puissant un télescope pourrait être conçu en utilisant Starship, par exemple? Je veux dire, en gros, je dirais que c'est probablement un ordre de grandeur de plus en résolution. Si vous avez 100 tonnes et 1000 mètres cubes de volume, ce qui est à peu près ce que nous avons, et qu'en est-il d'autres? Exploration à travers le système solaire. Je veux dire, je suis, vous savez, Europe. Vous tous, Europe, n'est-ce pas? Donc il y a une idée là, n'est-ce pas? Et ce que vous voulez vraiment faire, c'est déposer un sous-marin dans l'océan. Peut-être qu'il y a comme une civilisation de calmars sous la civilisation des céphalopodes. Sous la glace d'Europe, ce serait assez intéressant. Et vous savez, si vous pouviez emmener un sous-marin sur Europe, et nous voyons des images de cette chose dévorée par un calmar, ce serait honnêtement le moment le plus heureux de ma vie. Très fou, oui. Quelles autres possibilités existent parce qu'on a l'impression que si vous allez créer 1 millier de ces choses, elles ne peuvent voler vers Mars que tous les 2 ans.
Que font-elles le reste du temps? On a l'impression qu'il y a cette explosion de possibilités à laquelle je ne pense pas que les gens réfléchissent vraiment. Je veux dire, je ne sais pas. Nous avons certainement encore un long chemin à parcourir. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, nous devons encore atteindre l'orbite. Et puis, après avoir atteint l'orbite, nous devons travailler ensemble. Vraiment prouver et affiner la réutilisabilité complète et rapide. Cela prendra un moment. Et Mais pense qu'on va résoudre cela. Je suis très confiant que nous allons résoudre cela. Vous réveillez-vous parfois avec la peur qu'il y ait un moment Hindenburg pour SpaceX? Où nous avons eu de nombreux moments Hindenburg, enfin, nous n'avons jamais eu de moment Hindenburg avec des personnes, ce qui est très important, grande différence. Oui, il y en a. Nous avons fait exploser pas mal de fusées, et il y a toute une compilation en ligne que nous avons mise en place, et d'autres ont mise en place, assurant que les fusées sont difficiles. Je veux dire, la quantité d'énergie qui traverse les fusées dépasse l'entendement. Donc, vous savez, sortir de la gravité terrestre, eh bien, c'est difficile. Nous avons une forte gravité et une atmosphère épaisse, et Mars, qui a moins de 40% de... C'est comme avoir 37% de la gravité terrestre et une atmosphère mince. Le vaisseau seul peut aller de la surface de Mars à la surface de la Terre, alors que, pour aller sur Mars, il faut un énorme propulseur et un ravitaillement orbital. Alors, Elon, réfléchis davantage à cet incroyable éventail de choses dans lesquelles tu es impliqué. Je continue de voir ces synergies. Pour utiliser un mot horrible, entre elles, par exemple, les robots que tu construis chez Tesla pourraient être très utiles sur Mars, pour faire certains travaux dangereux et ainsi de suite. Peut-être qu'il y a un scénario où ta ville sur Mars n'a pas besoin d'1 million de personnes, mais de 500 000 personnes et de 500 000 robots. Et c'est une possibilité. Peut-être que la Boring Company pourrait jouer un rôle en aidant à créer certains des espaces d'habitation souterrains dont vous pourriez avoir besoin. De retour sur la planète Terre, il semble qu'un partenariat entre la Boring Company et Tesla pourrait offrir une offre incroyable à une ville pour dire « Nous créerons pour vous un réseau 3D de tunnels peuplés de robotaxis, oui, qui offrira un transport rapide et à bas coût à tout le monde. » Vous savez, la conduite entièrement autonome pourrait ou non être terminée cette année. Et dans certaines villes, quelque part comme Mumbai, je soupçonne que cela ne sera pas fait avant une décennie. Certains endroits sont plus difficiles que d'autres. Mais aujourd'hui, avec ce que vous avez, vous pourriez mettre un réseau de tunnels 3D en dessous. Oh, si c'est juste dans un tunnel, c'est le seul problème. En gros, Exactement. La conduite entièrement autonome est le seul problème. Donc, pour moi, il y a une synergie incroyable là-bas. Vous savez, avec Starship. Gwynne Shotwell a parlé, d'ici 2028, d'avoir un transport de ville à ville sur la planète Terre. oui, c'est une réelle possibilité. C'est Oui, le moyen le plus rapide de se rendre d'un endroit à un autre, si c'est sur une longue distance, est une fusée. C'est essentiellement un ICBM qui atterrit pour laisser la bombe nucléaire. Parce que c'est un ICBM, il doit atterrir probablement au large. Oui, parce que c'est bruyant. Alors, pourquoi ne pas avoir un tunnel qui se connecte ensuite à la ville? Oui, ce serait cool. Et Neuralink, je veux dire, si vous allez sur Mars, avoir une connexion télépathique avec vos proches restés sur Terre, même s'il y a un délai. Ce n'est pas censé être connecté d'ailleurs. Mais il pourrait certainement y avoir des synergies, oui. Il y a sûrement un argument croissant que vous devriez en fait rassembler toutes ces choses dans une seule entreprise et avoir simplement une entreprise dédiée à créer un avenir excitant. Et laisser 1000 fleurs s'épanouir. Avez-vous pensé à cela? Je veux dire, c'est délicat parce que Tesla est une entreprise cotée en bourse et la base d'investisseurs de Tesla est SpaceX et certainement Boring Company. Et Neuralink sont assez... Boring Company et Neuralink sont de petites entreprises. D'accord, ma comparaison, le public peut... Ouais, Tesla a 100 000 personnes. SpaceX, je pense, est autour de 12 000 personnes. Boring Company et Neuralink ont toutes deux moins de 200 personnes. Donc, ce sont de petites entreprises, mais elles vont probablement grandir à l'avenir. Elles vont grandir à l'avenir.
ce n'est pas si facile de combiner ces choses. Traditionnellement, vous avez dit que pour SpaceX en particulier, vous ne voudriez pas qu'elle soit publique parce que les investisseurs publics ne soutiendraient pas la folie de l'idée d'aller sur Mars ou autre. Faire des multiplanétaires est en dehors de l'horizon temporel normal des analystes de Wall Street. Pour dire le moins, Je pense que quelque chose a changé cependant. Ce qui a changé, c'est que Tesla est maintenant si puissante et si grande et génère tellement de liquidités que cela n'en vaut pas la peine. Vous pourriez en fait relier les points ici, simplement dire au public que X milliards de dollars par an, quel que soit votre chiffre, seront détournés vers la mission Mars. Je soupçonne que vous auriez un intérêt massif pour cette entreprise et cela pourrait débloquer beaucoup plus de possibilités. Pour vous maintenant, je veux dire, j'aimerais donner au public l'accès à la propriété de SpaceX. Mais je veux dire la chose qui... Les frais généraux associés à une entreprise publique est élevé. Donc, je veux dire, en tant qu'entreprise publique, vous êtes constamment poursuivi. Cela occupe pas mal de temps et d'efforts pour gérer ces choses. mais vous n'auriez toujours qu'une seule entreprise publique. Elle serait plus grande et aurait plus de choses en cours. Mais au lieu d'être sur 4 conseils d'administration, vous seriez sur un seul. Non, je ne suis pas dans le conseil de Neuralink ou Boring Company. Oh bien, Oui, et je n'assiste pas vraiment aux réunions du conseil d'administration de SpaceX. Nous n'en avons que 2 par an, et je m'arrête simplement et discuter pendant 1 heure. Les frais généraux pour une entreprise publique sont beaucoup plus élevés. exactement. Je pense que certains investisseurs s'inquiètent probablement de la façon dont votre temps est réparti et ils pourraient être enthousiasmés par cela. De toute façon, je me suis réveillé l'autre jour en pensant qu'il y a tellement de façons dont ces choses caca se connectent et juste la simplicité de cette mission de construire un avenir qui vaut la peine d'être enthousiasmé pourrait séduire énormément de gens. Elon, vous êtes rapporté par Forbes et tout le monde comme étant maintenant la personne la plus riche du monde, qui n'est pas un souverain. Vous savez, je pense qu'il est juste de dire que si quelqu'un est comme le roi, ou de facto roi d'un pays, il est plus riche que moi. Donc c'est juste plus difficile à mesurer. Les gens font donc 300 milliards de dollars. Je veux dire, votre valeur nette, à un jour donné, augmente ou diminue de plusieurs milliards de dollars. À quel point est-ce fou? Je veux dire, comment gérez-vous cela psychologiquement? Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui doivent même penser à ça. En fait, je n'y pense pas trop, mais ce qui est en réalité plus difficile et qui cause des difficultés à dormir, c'est que chaque bonne heure, ou même minute de réflexion sur Tesla, et SpaceX, a un tel impact sur l'entreprise que j'essaie vraiment de travailler autant que possible, jusqu'à la limite de la raison. En gros, parce que Tesla arrive au point où probablement atteindra le point plus tard cette année où chaque minute de réflexion de haute qualité a un impact d'1 million de dollars sur Tesla, ce qui est insensé. Donc, je veux dire le basique. Si Tesla fait plus de 2 milliards de dollars par semaine, disons en revenus, environ 300 par semaine, disons en revenus environ 300 millions par jour, 7 jours par semaine. Si vous pouvez changer cela de 5%. En 1 heure de brainstorming, c'est une heure assez précieuse. Je veux dire, il y a de nombreux cas où une réunion d'une demi-heure, j'ai pu améliorer le résultat financier de l'entreprise de 100 millions de dollars en une réunion d'une demi-heure. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne supportent pas ce monde de milliardaires. Ils sont extrêmement offensés par l'idée qu'un individu puisse avoir la même richesse que, disons, 1 milliard ou plus des personnes les plus pauvres du monde. S'ils examinent, je pense qu'il y a quelques défauts axiomatiques qui mènent à cette conclusion. Il est certain que ce serait très problématique si je consommais des milliards de dollars par an en consommation personnelle. Mais ce n'est pas le cas. En fait, je ne possède même pas de maison en ce moment.
Je loge littéralement chez des amis. Si je voyage dans la région de la baie où se trouve la plupart de l'ingénierie de Tesla, je passe essentiellement d'une chambre d'amis à l'autre. Je n'ai pas de yacht, je ne prends vraiment pas de vacances. Donc, ce n'est pas comme si ma consommation personnelle était élevée. La seule exception est un avion. Mais si je n'utilise pas l'avion, alors j'ai moins d'heures pour travailler. Je pense personnellement que vous avez montré que vous êtes principalement motivé par un sens moral vraiment profond. Vos tentatives pour résoudre le problème climatique ont été aussi puissantes que celles de quiconque sur la planète dont je suis au courant, et je ne peux en fait pas comprendre. Personnellement, je ne peux pas comprendre le fait que vous receviez toutes ces critiques de la gauche à propos de « Oh mon Dieu, il est si riche, c'est dégoûtant », quand le climat est leur sujet. La philanthropie est un sujet vers lequel certaines personnes se tournent. La philanthropie est un sujet difficile. Comment pensez-vous à ce sujet? Je pense que si vous vous souciez de la réalité de la bonté plutôt que de sa perception, la philanthropie est extrêmement difficile. SpaceX, Tesla, Neuralink, la société de forage sont de la philanthropie. Si vous dites que la philanthropie est l'amour de l'humanité, alors elles sont de la philanthropie. Tesla accélère l'énergie durable. C'est un amour de l'entropie totale. SpaceX essaie d'assurer la survie à long terme de l'humanité avec une espèce multiplanétaire. C'est l'amour de l'humanité. Vous savez, Neuralink est là pour aider à résoudre les blessures cérébrales et le risque existentiel avec l'IA, l'amour de l'humanité. La Warren Company essaie de résoudre le problème du trafic, qui est une question de santé pour la plupart des gens, et cela aussi est cet amour de l'humanité. À quel point cela vous dérange-t-il d'entendre ce battement constant de milliardaire, mon Dieu, Elon Musk, oh mon Dieu? Est-ce que vous l'ignorez simplement ou est-ce que cela vous blesse vraiment? À ce stade, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous savez, j'aimerais, alors que nous concluons maintenant, juste reculer un peu et penser. Vous êtes maintenant père de 7 enfants survivants. Eh bien, je veux dire, j'essaie de donner le bon exemple, car le taux de natalité sur Terre est si bas que nous faisons face à un effondrement civilisationnel, à moins que le taux de natalité revienne à un niveau durable. Oui, vous en avez beaucoup parlé, que la dépopulation est un gros problème. Et nous, oui, les gens ne comprennent pas. L'effondrement démographique est l'une des plus grandes menaces pour l'avenir de la civilisation humaine, et c'est ce qui se passe en ce moment. Comment? Quoi? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien à faire ce que vous faites? Je suppose que, comme je veux vraiment m'assurer qu'il y a un bon avenir pour l'humanité, et que nous sommes sur la voie de la compréhension de la nature de l'univers, le sens de la vie, pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes arrivés ici, et pour comprendre la nature de l'univers et toutes ces questions fondamentales, nous devons élargir la portée et l'échelle de la conscience. Certainement, elle ne doit pas diminuer ou s'éteindre. Nous n'étions certainement pas censés comprendre cela. Donc je dirais que je suis motivé par la curiosité plus que par autre chose. Et juste un désir de penser à l'avenir et de ne pas être triste. Et N'êtes-vous pas triste? je suis parfois triste. Je suppose, relativement optimiste quant à l'avenir ces jours-ci. Il y a certainement de grands risques auxquels l'humanité est confrontée. Je pense que l'effondrement démographique est un problème vraiment important auquel j'aimerais que plus de gens réfléchissent, parce que le taux de natalité est bien en dessous de ce qui est nécessaire pour maintenir la civilisation à son niveau actuel. Et vous savez, il y a évidemment... Nous devons agir pour la durabilité climatique, ce qui est en cours. Et nous devons sécuriser l'avenir de la conscience en devenant une espèce multiplanétaire. Nous devons aborder essentiellement. Il est important de prendre toutes les mesures auxquelles nous pouvons penser pour aborder les risques existentiels qui affectent l'avenir de la conscience. Il y a toute une génération qui semble vraiment triste à propos de l'avenir. Que leur diriez-vous? Je pense que si vous voulez que l'avenir soit bon, il faut le faire
agir pour le rendre bon, et il le sera. Ilan, merci pour tout ce temps. C'est un bel endroit pour terminer. Merci, Pampo. Tout ce que vous faites. De rien.